nous avons l'honneur d'accueillir Sophie Duchesne pour une conférence intitulée « Les phytotechnologies au service de la gestion des eaux pluviales ». Alors, Sophie, elle est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Elle est ingénieure, chercheuse à l'INRS ETE depuis 2007. Elle est titulaire d'un baccalauréat en génie civil et d'un doctorat en sciences de l'eau. Après une expérience postdoctorale en France, Mme Duchesne a occupé un poste d'analyste en ressources hydriques au service des infrastructures de la Ville d'Ottawa, puis elle a été associée de recherche à l'INRS. Elle dirige actuellement des recherches portant sur la gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain, ainsi que sur la gestion hydraulique des réseaux de distribution d'eau potable. Sophie, à toi la parole. Merci. Merci, Louise, pour la présentation. Merci tout le monde d'être encore là. Alors, normalement, je devrais voir les diapos. Et vous devriez les voir aussi. Je vais commencer par, pendant que ça s'arrange avec la technique, pour remercier les organisateurs de nous avoir invités aujourd'hui à vous présenter un avant-goût vraiment très bref là, de nos recherches, du groupe de recherche. Puis j'espère que par ma présentation, je vais pouvoir vous montrer comment les phytotechnologies peuvent nous servir dans la gestion des eaux pluviales et vous donner le goût d'aller voir un petit peu plus loin là, ce qu'on fait dans notre groupe de l'INRS et de l'Université Laval. Donc, j'aimerais souligner que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est vraiment le fruit du travail d'une équipe. Donc, une équipe avec mes collègues de l'Université Laval, Geneviève Pelletier, Guillaume Grégoire, qui est dans la salle ici, et Paul Lessard. Puis, les résultats qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est des résultats qui ont été obtenus par les étudiantes à la maîtrise Caroline Brodeur-Doucet, Béatrice Pinault et Véronique Gué. Donc, OK. Je m'en souviens un petit peu. Dans le fond, brièvement, vous allez voir des images tantôt, mais pourquoi, si on y va de façon basique, pourquoi gérer les eaux pluviales en milieu urbain? Évidemment, c'est qu'on ne veut pas qu'à chaque fois qu'il pleut, on ait les pieds dans l'eau. Donc, ce qu'on a fait historiquement pour gérer les eaux pluviales en milieu urbain, c'est qu'on a construit des réseaux souterrains de conduite, comme vous le savez. C'est de ma faute? C'est le piton à droite. OK. OK, bien voilà. Alors, traditionnellement, on a construit des réseaux de conduite souterrains pour gérer ces eaux-là. Puis, vous savez sans doute, tout le monde, qu'on a, au début, on construisait des réseaux unitaires, donc qui collectaient à la fois les eaux usées et pluviales. En temps sec, tout se passait bien, mais avec ces réseaux-là, évidemment, ce qui survient, c'est qu'on a des débordements de mélange d'eau usée et d'eau de pluie en temps de pluie en différents endroits. Donc, c'est un problème quand même majeur là, qui cause des problèmes de qualité de l'eau dans nos cours d'eau récepteurs au Québec et ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que par la suite, on a commencé à construire des réseaux séparés. Donc, un réseau de conduite qui draine les eaux pluviales, qui les envoie vers un cours d'eau récepteur, et un réseau de conduite qui draine les eaux usées, qui les envoie vers la station de traitement. Donc, on s'est rendu compte, par contre, qu'on n'était pas au bout de nos peines quand on a commencé à construire des réseaux séparés, parce que juste le fait de construire une ville, de faire un réseau de conduite qui draine ces eaux-là très rapidement, bien, ça fait qu'on a des impacts importants sur les volumes d'eau à gérer, les débits. Donc, on augmente les risques d'inondation, les risques d'érosion, puis aussi on amène quand même beaucoup de polluants là, qui sont lessivés vers nos cours d'eau. Donc, les solutions à cette problématique-là, il y en a plusieurs. Les solutions dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les solutions de contrôle à la source. Le mot le dit, contrôle à la source, ça veut dire qu'on essaie de garder le plus possible l'eau sur place avant qu'elle s'en aille dans le réseau de conduite, de façon à infiltrer l'eau, la retenir, l'évapotranspirer, améliorer la qualité de l'eau et tout. Puis évidemment, par manque de temps, puis aussi parce que c'est votre intérêt, je vais me concentrer sur des solutions de contrôle à la source qui font appel aux phytotechnologies, donc les biorétentions. Puis les biorétentions, en fait, qui peuvent être construites partout, comme vous avez vu, dans des stationnements, en bordure de rue et tout. Mais ce que j'aimerais mentionner, puis c'est quand même important aussi à comprendre puis à se souvenir, c'est que ces solutions de contrôle à la source, comme les biorétentions, c'est utile à la fois quand on est dans un réseau séparé ou dans un réseau unitaire. Dans un réseau séparé, évidemment, toute l'eau qu'on va garder sur place, elle n'ira pas contribuer aux problèmes d'érosion, d'inondation, puis on va permettre aussi de capter une certaine quantité des polluants sur place qui ne seront pas envoyés dans les cours d'eau. Puis dans un réseau unitaire, bien, le fait de garder de l'eau sur place, ça fait qu'à chaque fois qu'il pleut, on envoie moins d'eau dans le réseau, donc on réduit la fréquence de nos débordements d'eau usée dans les cours d'eau. Fait que c'est utile vraiment dans toutes les situations de faire du contrôle à la source. Donc, biorétention, ça peut avoir l'air, ça peut se construire dans des stationnements, ça peut se construire en bordure de rue. La même photo que Henri, je l'ai vue dans ta présentation. On se répète. Bien, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, moi, c'est vraiment brièvement quelques exemples de résultats de notre groupe de recherche.
Juste pour que vous sachiez que dans l'équipe, actuellement, on fait un suivi de l'hydrologie, la qualité de l'eau, d'ouvrages de contrôle à la source sur 9 sites, puis il y en a 4 autres qui s'en viennent. Puis aussi, grâce à Guillaume, il y a d'autres sites aussi qui s'ajoutent où on fait du suivi des plantes et du suivi des substrats. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter les résultats brièvement de 2 cas d'application. Un sur lequel je vais me concentrer sur les résultats en qualité de l'eau, puis le deuxième en quantité d'eau. Donc, le premier cas, le cas du marché public de Longueuil, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. C'est des travaux qui ont été réalisés par Caroline Brodeur-Doucet et Béatrice Pinault à l'Université Laval sous la supervision de Paul Lessard et Geneviève Pelletier. Puis, en fait, le marché de Longueuil, on le voit ici, là, je peux aller par en arrière, voilà. Le marché de Longueuil, c'est un site qui n'est pas très grand finalement, mais sur ce site-là, toutes les eaux de pluie qui tombent vont passer par au moins une, sinon plusieurs ouvrages de contrôle à la source. Donc, il y a vraiment plein de choses sur ce site-là. Il y a un réservoir pour les eaux de pluie du toit. Il y a des cellules de biorétention dont je vais vous parler un petit peu plus tantôt, des noues engazonnés, des fosses, des filtres à sable, des tranchées drainantes, un bassin sec de rétention à l'arrière, un bassin à retenue permanente à l'avant. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des résultats de suivi de performance de la chaîne de traitement avant, qu'on a appelé, nous, c'est que dans le stationnement à l'avant, toutes les eaux qui ruissellent vont ruisseler vers les cellules de biorétention qui sont dans le terre-plein. Puis, au fond de ces cellules de biorétention-là, il y a un drain. Éventuellement, le drain les eaux qui quittent par le drain vont se rejeter dans le bassin à retenue permanente. Et par la suite, cette eau-là va être évacuée vers le réseau d'égouts municipal. Donc, les résultats que je vais vous présenter, c'est des résultats d'échantillonnage de qualité de l'eau en 3 points. Donc, premier point, les eaux de ruissellement, donc les eaux qui rentrent dans la biorétention. Deuxième, les eaux qui sortent du drain des biorétentions. Et troisième, ce qui s'en va vers l'égout municipal, donc ce qui est passé à la fois par les cellules de biorétention, puis par le bassin à retenue permanente. Donc, on le voit de façon un petit peu plus schématique ici, puis vous voyez notre belle façon high-tech en haut de récolter les eaux de ruissellement. On prend une petite plaque de métal, puis on envoie ça dans notre bouteille. En bas, on voit l'étudiante qui collecte les eaux à la sortie du drain. Puis, visuellement, là, juste, il faut que je le mentionne aussi, là, pardon, j'ai oublié, les résultats que je vous présente, c'est des résultats d'échantillonnage composite. Donc, ça veut dire qu'on prend plusieurs bouteilles pendant un événement de pluie. On mélange tout ça à la fin, puis ça nous donne une concentration moyenne sur l'événement. Puis, on voit là, déjà visuellement les beaux échantillons composites. À gauche, vous devinez que c'est les eaux de ruissellement, puis à droite, c'est les eaux qui sont passées à travers les biorétentions, puis on collecte à la sortie du drain. Et j'aime beaucoup cette photo-là aussi parce que c'est l'hiver. Et vous voyez que notre biorétention est là, puis elle fonctionne à l'infiltre. Je vais vous convaincre par la suite qu'elle réussit à infiltrer pendant l'hiver. Donc ça, j'avance un petit peu. Il y a beaucoup de résultats dans les 2 articles qui sont ici. J'imagine que vous aurez accès à la présentation. Vous pourrez aller voir les articles. Là, je vais vous présenter vraiment juste des résultats très résumés pour les matières en suspension, pour l'azote et pour le sodium, et pour 5 événements pluvieux distincts. Donc, vous voyez les 3 événements qui sont en haut, en bleu, c'est, je dirais, pas mal l'hiver. Le 19 février, c'est sûr que c'est l'hiver à Longueuil. Puis, c'est les mêmes événements, les 3 en bleu en haut, puis les 3 événements en bleu en bas. Les résultats qui sont dans la partie du haut, c'est la quantité de contaminants ou de substances qui a été enlevée par les biorétentions. Puis, les résultats dans les 3 lignes en bas, c'est la différence de concentration entre ce qui rentre dans les cellules de biorétention puis ce qui sort du bassin à retenue permanente, donc ce qui est passé par biorétention puis bassin à retenue permanente. Hey, j'ai un pointeur là-dessus. Oh, tout petit. Alors, si on se concentre sur matière en suspension, vous voyez le pointeur, bien, on voit quand même qu'il y a un bon enlèvement des matières en suspension, évidemment. Puis, ce qu'on constate aussi, c'est que le fait de mettre un bassin à retenue permanente après les biorétentions, bien, ça n'a pas permis d'améliorer plus la qualité de l'eau. Pourquoi? Bien, c'est que ce qui sort des biorétentions, c'est déjà tellement traité, la concentration en matière de suspension est tellement faible qu'on n'arrive pas à en enlever plus dans le bassin à retenue permanente. Donc, des fois, c'est peut-être pas utile de mettre plusieurs systèmes de traitement des eaux pluviales, un à la suite de l'autre, pour la qualité. Ça ne veut pas dire que le bassin à retenue permanente n'a pas un effet sur la quantité, mais sur la qualité, ici, il n'y avait pas d'impact. Maintenant, si on regarde l'azote, deuxième colonne, et le sodium, vous voyez beaucoup de chiffres négatifs. Un chiffre négatif, ça veut dire que là, la biorétention a relargué de l'azote, elle a relargué du sodium. Fait que j'étais contente de voir les résultats d'enrichissement sur ce que vous avez fait parce que
On constate, nous, vous voyez la dernière colonne, là, il y a vraiment du relargage de sodium. On s'est dit que c'est probablement dû aux sels de déglaçage qui sont mis sur l'asphalte du stationnement, qui sont lessivés par les biorétentions et qui continuent à être relargués là, toute la saison. Là, en gris, on voit que c'est en septembre, là, quand même, les 2 événements en gris. Donc ça, c'est des choses qu'on continue à étudier dans l'équipe, justement, à travers la saison. Là, on étudie plusieurs sites où on va mesurer à partir du printemps puis jusqu'à l'automne qu'est-ce qui se passe là, en matière de conductivité puis de certains ions. Résultat que je trouve intéressant aussi à vous présenter. Vous voyez sur ce graphique-là, ce qu'on voit, la ligne en mauve, celle-ci, c'est la température de l'air. Donc, c'est une journée de janvier où il s'est mis à faire un petit peu plus chaud, puis après ça, très froid. On voit en haut les précipitations. Et j'attire votre attention sur la ligne, je veux dire, disons la ligne bleue. La ligne bleue qui est la température à 20 cm de profondeur dans la biorétention. Donc, ce qu'on voit tout d'abord avec la ligne bleue, c'est qu'elle est à peu près à 0 degré Celsius. Quand l'air se met à réchauffer, il se met à pleuvoir, la température dans la biorétention augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pluie, l'eau, elle a réussi à entrer puis s'infiltrer dans la biorétention. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'après, la température de l'air chute drastiquement jusqu'à moins 20, moins 25, puis celle dans la biorétention ne chute jamais vraiment plus bas que 0. Tout l'hiver, on n'a jamais vu une température plus basse que moins 0,4 degrés Celsius dans la biorétention. Donc, ça veut dire que l'hiver, dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a un redout, qu'il y a de la fonte qui pleut, bien, notre biorétention est prête à recevoir l'eau et à infiltrer l'eau. Évidemment, si on laisse le couvert de neige par-dessus, parce que sinon, ça va geler bien dur, comme on dit. Alors, si on laisse un petit peu de neige sur le dessus, bien, notre biorétention est prête. Donc, plus de résultats dans les articles suivants. Donc, le deuxième cas d'application que je voulais vous présenter, je vais vous présenter plutôt ici des résultats en matière d'hydrologie, donc de quantité d'eau. C'est le suivi du stationnement incitatif à Boucherville, dont Chloé a parlé un petit peu tout à l'heure. Ce sont les travaux de Véronique Gay, étudiante à la maîtrise, qui est en train de terminer sa maîtrise à l'INRS actuellement. Donc, le stationnement incitatif de Boucherville, vous le voyez ici, de superficie 1,12 hectares. En fait, sur ce stationnement-là, la seule surface qui est imperméable, c'est le gris foncé que vous voyez au milieu. Tout le reste, c'est des ouvrages qui sont perméables. Par exemple, des biorétentions, évidemment, dans les terre-pleins qui reçoivent les eaux de ruissellement. Et tout ce qui est en gris pâle, c'est du pavé perméable. En fait, ce sont des blocs de béton avec des joints qui sont très larges, puis les joints sont perméables eux-mêmes. Donc, l'eau, aussitôt qu'il y a de la pluie qui tombe, va s'infiltrer entre les joints. Et la Ville a décidé, là, près des biorétentions, je vais pointer, ici, là, dans les espaces de stationnement, la Ville a choisi de venir imperméabiliser les joints. Pourquoi? Bien, pour qu'il y ait au moins un petit peu d'eau qui s'en aille vers les biorétentions, parce que sinon, il n'y en aurait pas eu. Et il y a un petit peu de pavage alvéolé aussi là-dessus. Donc, la zone que Véronique a étudiée, c'est celle-ci, qui est entourée en orange. Pourquoi cette zone-là? C'est tout simplement parce que les drains de biorétention s'en vont tous vers un même exutoire que le RP2. Puis, à cet endroit-là, Véronique est venue mesurer le débit avec un déversoir, une jauge à niveau. Et on avait aussi des données de pluviométrie d'un pluviomètre qu'on a installé à proximité. Donc, ce qui nous intéresse, nous, quand on fait des suivis quantitatifs comme ça, c'est de voir l'impact de nos biorétentions sur plusieurs choses. Henri en a glissé un mot tout à l'heure, mais ce qu'on regarde, évidemment, on a la pluie en haut, en axe inversé. Et la ligne en bleu, c'est quel est le débit qui serait sorti de notre zone si on avait eu juste de l'asphalte traditionnel imperméable. Et la ligne en orange, c'est qu'est-ce que nous, on a observé à la sortie des biorétentions. Donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est 3 choses. Comment nos biorétentions permettent de réduire le volume de ruissellement, c'est-à-dire l'intégrale de cette courbe-là. Donc, on voit déjà que l'air sous la courbe orange est pas mal plus petite que ça, la courbe bleu pâle. On regarde aussi comment ça nous permet de réduire le débit maximal. Donc, déjà, on voit que le max de la courbe bleue est beaucoup plus haut que le max de la courbe orange. Et ce qu'on aime aussi regarder, c'est le décalage des pointes. Le décalage des pointes, c'est le temps entre le débit maximal si on avait eu une surface traditionnelle et le débit maximal avec nos biorétentions. Pourquoi ça nous intéresse, le décalage des pointes? Bien, imaginez qu'on a des systèmes comme ça un petit peu partout dans un même bassin de drainage. Bien, si les pointes sont décalées de façon différente partout, on n'aura pas toute l'eau qui arrive en même temps dans notre cours d'eau ou dans notre réseau pour causer des inondations, par exemple. Donc, le prochain tableau, c'est une liste
regardez pas tous ces chiffres-là, je vais vous les résumer par la suite, là. Mais ce que vous pouvez regarder en haut, c'est qu'on vient caractériser chaque événement de pluie, calculer la réduction du volume de ruissellement, du début de pointe, le décalage pour chacun. Et ce que je voudrais vous mentionner ici, c'est que tous les événements de pluie qui sont là, ceux qui sont en blanc, ce sont des événements de pluie pour lesquels il n'y a eu aucun débit qui est sorti des biorétentions. Ceux qui sont en bleu, c'est ceux pour lesquels il y a eu des débits à la sortie. Puis ce qu'on constate, c'est que ça prend à peu près 25 mm de pluie avant qu'il y ait des débits qui sortent à la sortie des biorétentions, sauf pour les événements du mois d'octobre où il y a plu pendant plusieurs jours, donc le système n'avait pas eu le temps de s'assécher. Il me reste 45 secondes. OK. Fait que ça, c'est les résultats de 2021. Et puis là, non. Alors, en résumé, finalement, là, sur 2 saisons, on avait 59 événements pluvieux. Puis, en moyenne, on a réduit les volumes de ruissellement de 91 %, le début de pointe de 98 %. Et sur les 17 événements pour lesquels il y avait de l'eau qui sortait, il y en a 42 où il n'y avait pas d'eau qui sortait, nos décalages de pointe moyens étaient de 6,7 heures. Fait que j'espère vous avoir convaincu de l'efficacité des biorétentions pour réduire les risques d'inondation, les risques d'érosion. L'enlèvement des MES aussi, ça marche super bien, mais c'est plus mitigé peut-être en matière de concentration pour d'autres polluants, mais j'ai souligné en matière de concentration. Il ne faut pas oublier tous les événements où il n'y a rien qui est sorti. Fait que si on regarde la charge totale sur la saison, probablement qu'on a une efficacité très grande, même avec tous les contaminants pour lesquels on a une augmentation de la concentration parfois. Et message à apporter à tout le monde, ça marche l'hiver. N'hésitez pas à faire des biorétentions, ça fonctionne, ça fonctionne. Puis nous, on est en train d'étudier évidemment toutes les choses un petit peu plus, pour lesquelles on a encore tout le monde beaucoup de questions, là, comment entretenir ça, est-ce que ça performe à long terme, etc., etc. Merci à tous ceux qui ont permis que nous fassions ces beaux projets de recherche très stimulants. Puis merci de m'avoir donné l'occasion de vous présenter quelques résultats. Merci beaucoup.